Cher auditeur, est-ce que tu aimerais avoir une relation ouverte? Et est-ce que tu dragues sur le web? Est-ce que tu dragues sur les applications de rencontres? Oui? Alors, voici comment draguer en ligne pour te trouver une relation ouverte. La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Bonjour mon cher Roby. Salut Consti, comment tu vas? Je pète la forme aujourd'hui, je suis agité, excité, car je viens d'avoir une conversation animée avec ma copine. Mm-hmm. Et voilà, donc j'ai encore... Il y a des résidus de cette conversation, des résidus émotionnels. Je suis encore dans cet état d'esprit. Voilà, j'ai beaucoup d'énergie. Voilà. Roby, aujourd'hui, nous allons parler de relations ouvertes. Relations multiples. L'idée de ce podcast m'est venue d'un ami qui m'a posé une question, un ami proche, un ami de l'université encore, il y a très 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 longtemps. Et il vient récemment d'ouvrir sa relation. Mm-hmm. Et il m'a envoyé un message dans lequel il me dit « Écoute, en fait, ouais, j'aimerais discuter avec toi, enfin j'aimerais avoir un échange avec toi sur les relations ouvertes. » Et il mentionne quelque part que, écoute, j'ai mis sur mon profil Tinder que je suis en relation ouverte, mais j'ai pas l'impression que ça aide vraiment. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui attendent un mec qui est déjà en couple. Donc, ce que j'ai constaté, c'est que voilà, ça n'aide pas vraiment de mettre ça dans ton profil. Hein, donc, que tu es en relation ouverte. Ton profil Tinder, ici, en particulier. Donc, voilà. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur les relations ouvertes, sur comment ça marche, comment trouver, comment démarrer, comment lancer ça, comment ouvrir ta relation. Mais aujourd'hui, on va plutôt on va combiner la drague en ligne et les relations ouvertes. Donc, le thème de ce podcast sera comment draguer en ligne quand on est dans une relation ouverte et ou quand on cherche une relation ouverte. Donc voilà, c'est le thème de ce podcast et on va changer un peu de format. Hein. Normalement, on traite une question, puis toi tu donnes ta réponse et puis moi je donne la mienne. Mais ici, on va poser quelques petites questions, ou plutôt tu vas me poser quelques petites questions et je vais y répondre. Donc ça sera un petit peu plus une interview ou un petit peu plus un dialogue. Oui, tout à fait, parce que quand tu m'as envoyé le sujet et j'ai vu les questions, la première chose que je t'ai dite, c'était, bon, écoute, moi, personnellement, je vois pas énormément de choses à dire pour la simple et bonne raison que c'est pas quelque chose que je connais, que je maîtrise ou que j'ai essayé. Enfin, à une exception près, on en parlera peut-être, mais c'est anecdotique un peu plus tard. Et la raison principale, c'est que, bon, voilà, pour des raisons qui me sont propres, mon pattern, mon schéma, c'est que c'est basé sur des relations courtes. Voilà. Donc ça, pour les raisons, bon, c'est pas le but, hein, l'ennui, l'envie de diversité, bon, bref, peu importe. Donc, ce qui fait que je n'aborde pas ce sujet-là, tout simplement, car je ne suis pas en relation et que mon objectif n'est pas d'en cumuler, ni ouvert, ni fermé ou quoi que ce soit. Et donc, pour moi, c'est pas un sujet que je maîtrise du tout. Je n'ai pas essayé via une méthode d'essai-erreur de l'essayer, d'essayer quelques trucs ci et là. Non, puisque ça m'intéresse tout simplement pas. Je n'ai pas la patience de cultiver des relations. Et donc, quand tu m'as envoyé la question, je me suis dit, bon, écoute, je vais plutôt moi te les poser et j'apprendrai certainement aussi des choses que de répondre sur quelque chose que je ne connais tout simplement pas. Donc, voilà. Ouais. Non, oui. C'est pour ça aussi qu'on est complémentaires. Hein. Toi, tu voyages beaucoup. Tu es très, très, très efficace en séduction, en drague. Bien plus efficace que moi. Hein. Je veux dire, moi, je te considère comme un des meilleurs dragueurs, ou peut-être même le meilleur que j'ai jamais rencontré. Hein. Je veux dire, et je pense que tu as encore cette réputation ici en Belgique et peut-être que même maintenant elle est en train de se répandre en France aussi. Je ne sais pas, j'en ai aucune idée en fait. Vu que, par exemple, sur YouTube, nous sommes une petite chaîne, hein, pas une grande chaîne. Tandis que moi, j'ai toujours
donc, je me suis situé toujours un peu plus vers, comment dire, si on regarde les relations dans le sens large des termes, les relations amoureuses, si on regarde le continuum, tu as d'un côté, d'une extrême, c'est un ou une extrême? Un extrême, ouais. Un extrême, ok. Tu as vraiment le mec qui ne fait qu'enchaîner les relations, enfin les one-shots, hein, les relations courtes, les aventures, et à l'autre extrême, l'homme qui est en couple, enfin le monogame, hein, qui cherche juste une copine. Bah, tu peux voir ça comme un continuum, hein, et toi tu te situes beaucoup plus vers le côté des one-shots, des relations courtes, des aventures, hein, et voilà, vivre des relations courtes, les cumuler, hein, et moi je me situe un petit plus entre les deux. Hein, j'aime aussi la variation, la nouveauté, mais j'aime aussi développer des relations. C'est un exercice d'équilibre aussi, car j'ai remarqué que pour moi, pour mon équilibre émotionnel, mais aussi d'un point de vue purement organisationnel, c'est ce qui me convient le mieux. Quand je commence à trop me focaliser sur la drague et enchaîner les aventures, c'est très bizarre, mais je tombe comme ça dans une sorte de vide. Ça ressemble trop aux addictions, et tu sais que moi je suis sensible aux addictions, hein, et donc j'en veux plus, et en même temps je me sens de plus en plus vide, et ça crée un malaise chez moi. Un mal-être, vraiment. C'est genre, il y a un truc qui cloche, je me sens malheureux, je me sens seul. Je sais pas, je gère pas émotionnellement. Et en même temps, je trouve que ça me demande trop d'efforts. Il faut sortir. Hein. Moi, j'ai mon petit système de drague, et c'est mon système de drague. Enfin, cher auditeur, peut-être que tu le connais. C'est surtout la nuit, hein, c'est ma séquence de rendez-vous dans des bars. Bah, chaque fois, je bois de l'alcool. Pas toujours beaucoup, mais même si tu bois tous les jours 2, 3, 4 verres, hey, c'est beaucoup, quoi. Tu développes un problème. Hein. Donc, d'un point de vue purement pratique aussi, hein, logistique et organisationnel, ça c'est too much pour moi. Mais en plus, bon, ça fait 13 ans que je suis en couple avec ma copine, enfin je l'appelle ma femme, mais on n'est pas mariés. On a un enfant, hein, on a un fils. Oui, c'est compliqué, tu vois, pour moi de vivre ton style de vie à toi. Hein, donc encore une fois, émotionnellement, ça me correspond moins. D'un point de vue purement effort, si je trouve ça me demande trop d'efforts. Et là, surtout maintenant, depuis 13 ans avec ma famille, enfin, ça va pas, quoi. Donc, c'est plus efficace pour moi, à tous les niveaux, d'avoir des relations. D'avoir des relations, car aussi, enfin, je veux dire, quand tu as une relation, c'est plus facile de recoucher avec une fille avec qui tu as déjà couché que de coucher avec une nouvelle fille. Hein, parce que tu n'es pas toujours sûr, quand tu es en rencard, que vous auriez une bonne connexion, que ça va marcher. Enfin, si toi t'es attiré, il faut qu'elle le soit aussi. Enfin, ou sinon, si c'est l'inverse, elle est attirée, mais pas toi, voilà, t'as passé encore un rendez-vous, t'as passé un soir, voilà, avec à boire, hein, en rendez-vous, et voilà, t'as pas été à la maison, t'as pas bossé sur ton business, etc. Tout à fait. Donc voilà, c'est ce qui me convient. J'ai trouvé plus ou moins un bon équilibre. Et mine de rien, ça fait 13 ans, enfin voire plus, peut-être 13 ans et demi, que je suis en relation ouverte. Et pendant ces 13 ans, je sais plus, mais quand je vois combien de relations durables j'ai eues, hein, de plusieurs années, ça commence sérieusement à compter. Hein. À chiffrer, ouais. Oui. Et des relations différentes, hein, avec des qualités différentes. Donc, t'as une relation qui est plus axée sur l'amitié, t'en as une autre qui est plus axée sur le sexuel. T'as des relations avec des filles avec qui tu t'entends vraiment très bien, t'as des intérêts en commun, t'en as d'autres avec qui la différence de statut social ou de centre d'intérêt, où les différences sont beaucoup plus grandes. Et voilà. Et comme ça, en fait, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe aussi? C'est que tu développes des compétences relationnelles. Voilà. Donc, quelque part, je me considère comme un expert dans le domaine, car voilà, ça fait des relations ouvertes, j'en ai, et des relations parallèles.
J'en ai constamment en fait. Là, maintenant aussi, hein, j'ai 2 relations. Avant ça, j'en avais plus. Mais maintenant, j'en ai 2. Donc avec ma femme et avec une autre femme. Voilà. Ouais. Bon, je te propose, Robbie, qu'on commence avec les questions. Ouais, bah écoute, je vais me mettre dans la peau de l'intervieweur aujourd'hui. Donc, la première question que j'avais notée, qu'on avait notée, c'était donc, dans ce contexte donc de relation ouverte, quand tu es en relation ouverte, et donc dans le cadre de la drague en ligne, est-ce qu'il faut le mettre dans ton profil? Ok, quand tu es en relation ouverte, est-ce qu'il faut le mettre dans ton profil? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ça dépend. Ça, c'est la meilleure réponse. Ça dépend, mais bon, cette réponse ne me satisfait pas non plus. Ça dépend de quoi? Tout d'abord, ça dépend de ta valeur sur le marché de l'amour. Plus ta valeur sur le marché de l'amour est élevée, et rapidement, ta valeur sur le marché de l'amour, c'est juste le résultat, c'est un ensemble de facteurs qui déterminent ta valeur sur le marché de l'amour. C'est ton apparence physique, c'est ton statut, c'est ton intelligence et tout ce qui est d'ordre social, tes compétences sociales, tes qualités, donc tes compétences sociales, ton intelligence émotionnelle. Je n'ai pas trouvé encore un bon terme pour cette 4e catégorie. Voilà. Qui est tout ce qui est d'ordre social, qui était utile en interaction avec les autres. Donc, plus ta valeur sur le marché de l'amour est élevée, plus tu pourras réaliser ta stratégie sexuelle préférée. Plus ta valeur sur le marché de l'amour, plus les autres, donc ici les femmes, s'adapteront à tes besoins, tes envies, tes critères, tes attentes. Prenons un exemple extrême. Prenons Brad Pitt quand il avait 30-35 ans. Et imagine qu'ils se mettent sur Tinder et qu'ils mettent « Je cherche une relation ouverte. Je suis en relation ouverte et je cherche une partenaire pour une relation ouverte. » Est-ce que tu penses qu'il aura du succès? Évidemment. Ouais. Oui, évidemment, ça pourrait marcher. Maintenant, imagine un homme 55 ans, petit, un statut moyen, comme monsieur tout le monde, quoi. Un homme petit, en surpoids, chauve, pas très beau, qui s'habille pas très bien, etc. Ce même mec met sur son profil je suis en relation ouverte et je cherche quelqu'un, une partenaire supplémentaire pour une relation ouverte. Est-ce que tu penses que ça va marcher? Un peu moins de chance et je pense qu'avant que ça fonctionne déjà, il faut déjà avoir une certaine valeur. Je pense que là, tu as pris 2 extrêmes, mais je pense même que si tu es dans la norme, ça peut encore poser des problèmes, je pense. Oui, ouais. C'est ça. Et même, je veux dire, même si tu mets rien sur ton profil, je veux dire, si tu ne mentionnes rien, si tu es un monsieur tout le monde, et si tu te mets sur Tinder en particulier, ça va pas marcher non plus. Quoi que tu mettes. Donc, quand tu es en relation ouverte, faut-il le mettre dans ton profil? Ça dépend tout d'abord de ta valeur sur le marché de l'amour, mais ça dépend aussi du site, ou plutôt de l'application sur laquelle tu t'inscris. Bon, maintenant, je vais y revenir, mais mon avis personnel, pour répondre, la réponse à cette question, pour répondre à cette question, je vais donner mon avis personnel. Et ce conseil n'est pas le meilleur d'un point de vue éthique, mais c'est surtout un conseil qui a l'efficacité comme but, comme objectif. Donc, qu'est-ce qui marche le mieux? On va parler de Tinder en particulier. Sur Tinder, non. Moi, je ne le mettrai pas. Sur Tinder, je ne mettrai pas que tu es en relation ouverte et que tu cherches une relation ouverte. Encore une fois, ce n'est pas très éthique, mais c'est plus efficace. Car sur Tinder, ce sont les femmes qui ont le pouvoir. Déjà, il y a beaucoup moins de femmes, moins de femmes sur Tinder que d'hommes. On en a parlé dans d'autres épisodes qui traitent de Tinder avec des preuves, des études, des statistiques. Et en plus, en général, les femmes sont beaucoup plus sélectives que les hommes. Donc déjà, si tu as moins de femmes qui sont en plus sélectives de base que les hommes, oui, ça crée un si grand déséquilibre sur le marché. Ce sont les femmes qui ont tout le pouvoir sur Tinder. C'est vraiment disproportionné. Hein. C'est ridicule le pouvoir qu'elles ont sur Tinder. Eh ben, elles ont le pouvoir et elles cherchent un homme pour elles seules. Voilà, c'est un biais cognitif. On veut tous
quelqu'un pour nous tout seuls. Voilà, donc elles cherchent un homme pour elles seules, car voilà, elles ont ce biais cognitif qui est le biais de l'unicité. Donc on veut tous être uniques. Même, enfin, je veux dire, en moyenne, chacun couche avec... je crois que la moyenne est assez basse, mais je devrais revérifier ces statistiques, mais si je ne me trompe pas, en Belgique ou en Europe ou en France, je ne sais plus, mais l'homme moyen couche avec 6 femmes différentes dans sa vie. Bon, ouais. Mais malgré ça, on veut tous quelqu'un pour nous tout seuls, tu vois. Mais il n'y a personne qui est... Voilà. Tu vois, si en moyenne tu couches avec 6 femmes, c'est que... Voilà. Et les femmes aussi, je connais pas leurs chiffres, mais en moyenne, elles couchent aussi avec plus d'un homme. Donc l'unicité oublie. Mais c'est un biais cognitif. Mais voilà. L'unicité n'existe pas, mais on cherche tous quand même à être unique. Bref. Donc ce sont les femmes qui ont le pouvoir sur Tinder. Et voilà pourquoi elles devraient te choisir, toi, monsieur tout le monde, en relations ouvertes, tandis que ton voisin, le mec juste le profil après toi, il est probablement plus beau et il n'est pas en relation ouverte. Elle croit, elle pourrait croire qu'elle pourrait avoir le mec après toi pour elle toute seule. Donc non, sur Tinder, je ne le mettrai pas. Okay. Maintenant, sur des sites ou des applications plus ciblées, plus niche, comme OkCupid ou Field. D'ailleurs, c'est ce même ami qui m'a posé la question, qui m'a recommandé l'application Field, F-E-E-L-D. F-E-E-L-D. Je crois que cette application Field est inspirée du mouvement sexe positif. Alors, je ne sais pas si tu connais le sexe positivisme, mais bon, je ne vais pas entrer dans les détails. Je vais juste mettre le lien en description pour des infos supplémentaires. Je vais donner juste une synthèse en une phrase. Le mouvement sexe positif, en fait, c'est une philosophie qui embrasse, qui tolère, qui est pour toute forme d'amour. Que ce soit monogamie, polyamour, hétérosexualité, homosexualité, enfin, tout ce qui englobe la sexualité humaine, c'est OK. Voilà, ça, c'est le mouvement sexe positif. Très tolérant, c'est très bon comme philosophie. Mais tu as aussi donc des applications vraiment pour les échangistes. Et là, oui, là, tu peux le mettre, c'est le but, quoi. Car ce sont des applications qui ciblent certaines niches. Sur Tinder, non. Sur les applications mainstream, Tinder, Bumble et il y en a d'autres, je dirais plutôt que non. Mais sur les applications plus alternatives, plus ciblées, là je dirais oui, mets-le. Donc ici on parlait, voilà, est-ce que quand tu es en relation ouverte, faut-il le mettre? Tu viens de répondre. Et je suppose que dans la même lignée, si je te demande si tu cherches une relation ouverte, est-ce que tu le mets sur ton profil? Tu répondrais grosso modo la même chose. Grosso modo, oui. Mais il y a quand même une nuance importante. Donc, grosso modo, oui. Ça dépend de nouveau de ta VMA. Ça dépend aussi, de nouveau, ça dépend des sites et des applications aussi. Donc, sur Tinder, pour maximiser tes chances, de nouveau, si je ne suis pas très éthique, j'essaie surtout d'être efficace sur Tinder. Si tu vises la quantité, si tu veux vraiment avoir un max de rendez-vous, je ne le mettrai pas. De nouveau, car ce sont les femmes qui ont le pouvoir et, en général, elles cherchent un homme pour elles seules. Sur les sites ou les applications comme OkCupid, Field ou les applications pour échangistes, là, je le mettrai. Mais il y a une nuance. C'est-à-dire, est-ce que tu es en relation ouverte ou est-ce que tu cherches une relation ouverte ou les deux? La nuance est la suivante. Ça dépend de comment tu le formules. Donc, si tu cherches une relation ouverte, si tu décides de le mettre dans ton profil, comment est-ce que tu vas le formuler? Est-ce que tu vas mettre l'accent sur le sexe? Est-ce que tu vas mettre l'accent sur le fun? Est-ce que tu vas formuler le descriptif de ton profil? Est-ce que tu vas le formuler de manière légère, enjouée? Est-ce que tu mets l'accent sur le côté rien de sérieux? Ou est-ce que tu vas mettre plus l'accent sur l'aspect relation, sur l'aspect relation à long terme, l'engagement, le côté polyamoureux? Donc,
je pense qu'ici, toi aussi, tu pourrais un peu nous donner ta vision, car je sais que sur Tinder, tu as testé plusieurs choses et tu as aussi testé un côté plus, un profil qui impliquait un peu plus le côté BDSM. Ouais, tout à fait, ou même simplement le côté un peu aventurier, aventureux. Mais ouais, tout à fait. En fait, on pourrait peut-être que je pourrais y répondre en fait à cette question quelque part, puisque donc si tu cherches une relation ouverte, est-ce qu'il faut le mettre dans le profil? Bon, moi, j'ai jamais fait de test en disant de manière romancée ou un peu plus détaillée ou un peu plus bon, bref, est-ce que je cherchais une relation ouverte? Non, c'était plus vis-à-vis effectivement du BDSM ou alors plus faire du côté voilà du sexe. Mais donc l'avantage de le mettre et je l'ai testé effectivement, peut-être pas avec la relation ouverte mais avec le sexe en particulier. Les désavantages, c'est que tu vas cramer, tu vas te disqualifier auprès de quasi la totalité du site de rencontre, hein, mainstream, donc prenons Tinder par exemple. Mais le côté avantageux, c'est que à ne pas vouloir plaire à tout le monde, en étant très ciblé, eh bien, il suffit simplement d'1% ou 2% pour finalement avoir ce que tu veux. Et c'est ce que moi j'ai expérimenté, de nouveau pas avec une relation ouverte, mais dans la recherche de filles qui voulaient simplement s'amuser. Donc ça disqualifie quasi la totalité, mais il te faut peut-être 1-2% pour avoir ce que tu recherches. Donc si tu cherches une relation ouverte, tu peux toujours faire le test, hein, de voir un peu, en sachant que tu vas cramer quasi la totalité des profils. Et que peut-être seulement sur une semaine, tu vas peut-être avoir, je sais pas moi, 3-4 filles potentiellement curieuses, et peut-être sur ces 4 filles, peut-être une seule arrive au rendez-vous, que ça va rien donner, ou plus. Donc essaye. Moi, la seule analogie que je peux faire, c'est par rapport à ce que j'ai essayé dans la recherche de partenaires un peu aussi aventuriers aussi autant que moi. Donc voilà, c'est le seul commentaire que je peux faire, mais par analogie. Ouais. Ouais. Non, exact. Ouais, c'est ça, c'est par analogie. Donc, j'aimerais encore une fois le souligner. Ceci est purement une hypothèse car j'ai pas testé. Hein. Mon conseil serait de ne pas le mettre sur ton profil sur Tinder. Mais donc, je pense, hein, c'est mon hypothèse, que si tu le mets, tu devras appliquer la méthode essai-erreur pour voir quelle formulation marche le mieux. Mm-hmm. Mais d'office, quand tu le mets, peu importe la formulation, d'office, tu vas, comme tu l'as dit, Roby, tu vas cramer un grand pourcentage des filles qui auraient accepté en temps normal un rendez-vous avec toi. Tout à fait, tout à fait. Donc, teste, même je pense que, voilà. Bon, ouais, voilà, c'est ça. J'ai répondu à cette question. J'ai plus rien à rajouter. Mais d'ailleurs, si tu décidais, bon, si tu as expérimenté ou pas, si tu décidais de le mettre, comment est-ce que tu le mettrais? Comment tu le présenterais? Et sinon, pourquoi ne pas le mettre? Ça, on a déjà expliqué. Donc, imaginons que tu décidais de le mettre. Comment toi, tu t'y prendrais pour faire un profil qui présenterait cette recherche particulière sous un angle avantageux? Ouais. Déjà, prenons de nouveau Tinder comme exemple, car c'est l'application la plus utilisée. Ouais. Quand tu dis relations ouvertes, polyamour, ça a certaines connotations. Exact. Tu t'imagines déjà un altermondialiste vegan et ça peut t'éloigner. Par contre, si tu formules la chose plus sous un angle rien de sérieux, que du fun, je ne suis pas encore prêt pour une relation sérieuse, je veux juste m'amuser, explorer, découvrir le monde. Beaucoup de gens qui ont cette vision classique des relations, vision classique étant ou bien tu es en couple, ou bien tu es célibataire. Quand tu es en couple, c'est du sérieux. Quand tu es célibataire, tu t'amuses. Voilà cette deuxième formulation que je viens de donner, hein, encore une fois, qui est « Oh, je cherche rien de sérieux, juste du fun, etc. » Là, je pense que tu éloignes moins les gens qui ont cette vision classique des relations. Donc, si je devais le mettre sur mon profil, comment est-ce que je le ferais? Franchement, je sais pas trop. Ceci n'est qu'une piste. Donc, ce que je ferais, c'est que je testerais plusieurs formulations. Déjà, ce que je viens de dire, il y a l'instant, donc, cette
distinction entre le formuler comme relation ouverte polyamour ou bien ne pas utiliser ces termes, juste du fun, rien de sérieux, m'amuser, je ne suis pas encore prêt pour une relation sérieuse. Ça serait mon point de départ. Et je vais faire un brainstorming pour créer de petits textes sympas. Ça peut me prendre quelques heures, voire quelques jours. Quand je dis quelques jours, c'est avec des pauses. Hein. Donc j'écris un texte, ça me prend 1 heure. Hop, je le mets de côté, je reviens dessus le lendemain pour le relire, pour voir mon feeling le lendemain. Et voilà. Hein, donc je ferai un petit brainstorming. Je créerai plusieurs versions, plusieurs formulations différentes, sous différents angles, avec différents accents. Et voilà. Et je testerai ces descriptifs et je verrai ce que ça donne. Donc, pour résumer, j'appliquerai la méthode essai-erreur. Je teste un truc, donc je formule une hypothèse, je teste l'hypothèse, j'évalue les résultats, et puis j'ajuste. Je formule une nouvelle hypothèse, je teste l'hypothèse, j'évalue les résultats, je formule une hypothèse, et ainsi de suite. Voilà, c'est ce que je ferai. Et donc, ça sera un travail, en fait, à long terme. Un travail de plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ouais, c'est un excellent conseil. D'ailleurs, si je pouvais le résumer, d'ailleurs, c'est un peu ce que j'ai fait quand moi j'ai testé par analogie avec la recherche de sexe à court terme. C'était mon mindset, mon état d'esprit était celui-ci. C'était comment est-ce que je peux faire passer le message, donc à savoir cette recherche du côté aventurier, sans tomber dans les clichés, dans les stéréotypes. Donc, l'idée, c'est surtout quand il s'agit du BDSM, ça peut très vite... Oui, tout à fait, ça peut très vite... Mais tu l'as très bien mentionné, je pense que si on prend ces termes de polyamour, etc., moi, je vais te l'avouer, moi, j'ai en tête un reportage de France 2 ou France 3 avec des vegans altermondialistes qui vivent dans une maison bizarroïde, et c'est ça que ça me fait penser polyamoureux, tu vois, si je suis honnête. Oui, ça a des connotations, surtout pour les gens qui ne connaissent pas vraiment, mais qui, en fait, sont curieux, qui sont dans la zone grise. Ça va les repousser. Tout à fait. Donc, essaye de faire passer ton message, mais en essayant de ne pas faire appel à cette mauvaise imagination des gens, parce que, bon, la plupart des gens ne sont pas comme nous. C'est-à-dire, nous, déjà, on essaie de se documenter, on est déjà ouvert d'esprit à la base, ce qui n'est pas le cas de la plupart des personnes. Donc, essaye d'éviter de faire des références à des termes qui peuvent être perçus péjorativement, et donc, fais passer ton message d'une manière un peu plus... un peu plus implicite, un peu plus... Allez, une phrase qu'on avait aussi discuté, toi et moi, ça vient d'un de nos contacts. Il avait mis en anglais qu'il n'était pas sur l'exclusivité, mais sur l'inclusivité. Ouais, c'est magnifique. C'est très bien. Voilà. Oui. Ça, c'est aussi... C'est beau parce que c'est 2 mots. En tout cas, c'est une phrase. Et cette phrase est très bonne. Donc, c'était en anglais, c'est « I'm looking for not something exclusive, but inclusive ». Et donc, grosso modo, là-dedans, la fille qui comprend ça déjà a un certain esprit. Ça montre aussi de l'intelligence. Et pas besoin de faire passer ce message dans un texte de 3 pages. Et celle qui se reconnaît va apprécier aussi cet effort intellectuel. Donc, c'est un bon exemple, je trouve, d'une manière de faire passer ton message sans tomber dans le stéréotype complet. Mais la femme qui dit ça, en plus on sait que normalement sur Tinder, même une application comme ça, les filles, comme tu dis, sont plus sélectives, mais je pense, regardent aussi un peu plus les profils, pas toutes, mais en tout cas, beaucoup de filles, moi, me font des références à mon profil, donc voilà, je suppose qu'elles le lisent un minimum. Et donc, le fait d'avoir quelque chose qui se démarque un petit peu, je pense que ça peut te faire passer devant. Ouais. Oui, et juste pour illustrer ceux qui... au cas où, pour ceux qui ne comprennent pas la signification de cette phrase, donc c'était quoi déjà? Comment elle avait formulé exactement avec l'inclusivité et l'exclusivité? Je ne cherche pas quelque chose d'exclusif, ce qui ne veut pas dire non inclusif, quelque chose comme ça. Non, c'était encore plus fort. Hein. Quelque chose dans le sens où je ne t'offre... Je ne peux... Non, merde. Pardon, je ne trouve pas. Il dit quelque chose comme... pas de promettre l'exclusivité. Je ne te promets pas... Je ne te promets pas l'exclusivité, cependant je te garantis l'inclusivité. Tout à fait, exactement. Ou quelque chose comme ça. Exactement. Ce qui veut dire, je ne serai pas à toi tout seul, mais je vais t'impliquer, t'inclure dans tout ce que je fais. Donc, ça sous-entend l'honnêteté, la transparence et
que toi et moi, toi, jolie fille, et moi, on va former une équipe. C'est ça. C'est magnifique. Et en fait, ça résume parfaitement la philosophie des relations ouvertes. Car, en fait, la relation ouverte n'est pas le point de départ. C'est pas genre, on a une relation ouverte, on commence par ça. Non, non. La relation ouverte est le résultat d'une série de principes. Et ces principes sont, donc déjà, l'engagement, l'amour, enfin, tu t'engages, comme dans toute relation, tu t'engages. Et deux, il y a avec la préservation de la liberté. Donc, il y a l'engagement et la liberté en tant que valeur. C'est-à-dire, je ne vais pas t'interdire quoi que ce soit. Oui, je peux exprimer mes craintes, mes besoins, mais je ne vais rien t'interdire. Je ne vais rien t'imposer. Je ne vais pas te dire, tu ne peux pas ceci, tu ne peux pas cela. Oui, je peux te dire, j'ai peur de te perdre, mais tu es libre de faire ce que bon te semble. Ça, c'est le deuxième principe. Et le troisième, c'est l'inclusivité. Je t'inclus dans mon monde. Je t'inclus dans tout ce qui est important pour moi. Et, le résultat est que tu te retrouves dans une relation ouverte. Voilà. Voilà, je voulais juste rajouter ça. Très bien. Je peux passer à la question suivante ? Oui, j'ai fini. J'ai dit, tout dit. Ok. Alors, la question est sûrement un peu plus longue, mais très intéressante. Donc, imagine que tu es au rendez-vous donc avec une femme donc qui n'est pas au courant de ta situation non monogame et de ton style polyamoureux. Donc là, je reprends les termes un peu stéréotypés, mais bon, on comprend l'idée. Quand est-ce qu'il faut lui dire et surtout comment le lui dire ? Est-ce qu'il faut lui dire dès le début ? Est-ce qu'il faut lui dire lors du premier rendez-vous ? Est-ce qu'il faut lui dire après quelques rendez-vous ? Donc là, je sais que toi, tu as expérimenté ça à plus d'une reprise. Ouais. Et donc là, c'est une question... voilà. Moi, j'aurais une anecdote, mais insignifiante par rapport à ton expérience à la fin. Mais voilà, la parole à l'expert en premier. Ici... Ouais, merci pour le compliment. Mais ici... Oui, ma réponse, de nouveau, c'est une réponse assez nuancée, issue de l'expérience, où j'ai pesé aussi le côté éthique et le côté efficacité, car il y a quelque part un conflit entre l'éthique et l'efficacité. Donc, si tu veux être éthique, cher auditeur, alors tu dois le dire le plus tôt possible. Hein, le plus tôt possible. Mais tu as quand même une assez grande marge de manœuvre. Je veux dire, si tu ne le mets pas dans ton profil, mais tu le dis au premier rendez-vous, c'est toujours éthique. Je veux dire, tu fais rien de mal. Tu peux très bien expliquer à la fille ou à la femme pourquoi tu l'as pas mis dans ton profil et pourquoi tu le dis que au rendez-vous. Et tu verras qu'elles vont toutes comprendre. Enfin, toutes. J'exagère, hein, mais la plupart des femmes, elles n'ont aucun problème avec ça. Oui, parfois, il y en a qui froncent les sourcils et qui disent « Ouais, mais t'aurais quand même dû le mettre. » Car oui, c'est pas tout à fait sincère. Mais quand je leur explique pourquoi, elles comprennent. Mais pourquoi tu le mettrais pas dans ton profil ? Parce que certaines femmes se trouvent dans la zone grise, c'est-à-dire une fois, c'est des femmes qui pourraient se poser la question sur les relations ouvertes. Elles viennent de sortir d'une relation monogame et se posent la question genre, est-ce que les relations monogames, ça marche vraiment ? Est-ce que je ne devrais pas une fois essayer les relations ouvertes ? Et donc, elles sont ouvertes à quelque chose de nouveau. Mais elles pourraient swiper à gauche juste parce qu'elles ne sont pas dans le bon état d'esprit. Ouais. Donc j'explique que je ne le mets pas dans mon profil, mais je le dis le plus tôt possible lors du premier rendez-vous, justement pour ne pas perdre une partie des femmes que je pourrais convaincre une fois que je les vois en face. Maintenant, si tu veux être efficace, alors tu devras faire preuve d'un petit peu plus de flexibilité, cher auditeur. Donc le dire, faut trouver, oui, si tu le dis trop tôt, tu risques de la perdre juste parce que là, comme ça, un peu une réaction, conditionnée, genre, ah oui, non, c'est un queutard, ah oui, relation ouverte, c'est rien pour moi, ah oui, celui-là, bon, et te donne même pas
Et t'as même pas de chance, hein, te donne pas une chance. Hmm. Si tu le dis trop tard, là t'es un menteur, un salopard, un manipulateur, et tu l'as trahi, tu l'as trompé, tu t'as menti. Voilà. Donc voici ce que moi j'ai testé. Hein, j'ai testé, donc le dire dès le début. Dès le début. Lors du premier rendez-vous, voire tout au début du premier rendez-vous. Et qu'est-ce que ça a donné? Qu'est-ce que ça a donné? Parfois ça passe, parfois ça passe pas. Ça dépend de l'état d'esprit de la fille à ce moment-là. Vraiment, ça peut dépendre de... Je sais pas si tu es en conflit, en débat avec elle, et là tu lui dis... donc, conflit, débat, il y a opposition, il y a une distance psychologique entre toi et elle. Si à ce moment-là tu dis que voilà, tu cherches une relation ouverte, c'est mort, c'est grillé. Tandis que cette même fille, 1 heure plus tard, s'il y a de la tension sexuelle entre vous, elle pourrait l'accepter. Tu vois? Donc ça peut aussi vraiment dépendre juste de l'état d'esprit, des émotions de la fille au moment où tu le dis. Ça dépend aussi, ça pourrait dépendre aussi du stade de sa vie dans lequel elle se trouve. Par exemple, si elle vient de sortir d'une relation longue et si elle a des doutes sur la monogamie, elle sera plus ouverte à vivre quelque chose de nouveau, quelque chose d'alternatif. Mais ça dépend aussi de la fameuse balance au sens figuré. Qui a le pouvoir? Qui court après qui? Imagine Brad Pitt et une femme lambda. Oui, la femme lambda, elle va, comment dire, beaucoup plus facilement accepter et se dire, ah oui, j'ai jamais expérimenté, mais je me suis quand même posé la question, je vais tester, car c'est Brad Pitt. Maintenant, si cette femme est une bombe qui a plein d'options, plein de mecs jeunes, beaux, athlétiques, virils, riches, intelligents, je ne sais quoi, qui lui courent après, et toi, tu es un monsieur tout le monde, avec qui en fait, sur presque tous les points, sur tous les critères, a un score un petit peu plus bas que les autres mecs qui lui courent après. Si là, tu lui dis, oui, je cherche une relation ouverte, ouais, mais désolé, quoi. Non, ça va juste être... the nail on the coffin, comme on dit en anglais, je sais pas comment on va le dire. Traduit littéralement, c'est le clou sur le cercueil. Donc ça va juste être... Ah oui, non, c'est bon. Là, maintenant, c'est bon. J'avais déjà des doutes. Et même maintenant, quand tu me dis ça, non. Juste non, stop, on en reste là. Ouais, Donc, oui, ça dépend de plusieurs facteurs. Voilà, les émotions de la fille, dans quel stade elle se trouve dans sa vie, la fameuse balance entre vous, mais aussi ses valeurs. Je veux dire, tu as des filles qui viennent de familles plus traditionnelles, qui sont éduquées de manière plus traditionnelle, qui ont une vision traditionnelle des relations, et tu en as d'autres qui sont plus curieuses, plus aventurières, qui ont des visions plus... Comment est-ce qu'on pourrait appeler ça? Plus progressives ou plus progressistes des relations. Donc voilà. Tout à fait, ouais. Et donc moi, en général, je dirais que je préfère le dire tôt. Enfin, je veux dire, si en ligne, on a une bonne conversation, on a beaucoup échangé d'informations, et si on s'est ouvert, et si... Parfois, on aborde le sujet, parfois aussi, je le dis, lors de la conversation en ligne. Quand j'ai plein d'options, et je me sens bien dans ma peau, je suis confiant, la fille est assez intéressée, ou je ne sais quoi, ou même pas, parfois juste pour filtrer, parce que je sais que je ne pourrais quand même pas toutes les voir, je le dis assez tôt. Et là aussi, certaines filles acceptent, d'autres laissent tomber. Mais donc, voilà. Donc, ça, je peux le dire parfois dans la conversation en ligne. Et parfois, si je la rencontre en vrai, ce que je préfère faire, c'est d'abord instaurer de la tension sexuelle. Et là, avoir cette conversation, aux alentours de cette fenêtre-là, quand il y a de la tension sexuelle, quand elle me désire, là, hop, un petit push, je la repousse subtilement, légèrement, gentiment. Enfin, c'est pas la repousser, mais prendre une petite pause, lui dire, écoute, avant qu'on continue, il faut que je te dise quelque chose de vraiment important, comme ça, tu sais prendre un choix informé. C'est que, regarde, faut savoir que j'ai un style de vie alternatif. Je ne suis pas célibataire, je ne l'ai plus été depuis, c'est vrai en plus, depuis mes 21 ans. Ça fait 21 ans que j'ai pas été une seconde célibataire, vraiment célibataire. Tu vois, il y a toujours eu quelqu'un, une copine, une femme, 2, 3, 5.
Une fois 9, ça c'est un peu de frime, 9 simultanés une fois. Ça va pas durer longtemps car c'est juste ingérable. C'est un business à plein temps. Tu auras constamment des messages, constamment voyager. Gauche, droite, bam, bam, bam. Parfois voir 2 filles en un jour. Ouais, non, ça va pas. Ça va vraiment pas. Et donc là, je le dis. Donc ce que je préfère faire quand je le dis au premier rendez-vous, c'est instaurer de la tension sexuelle, qui a ce désir brûlant entre elle et moi. Et là, bon, là, le dire. Avant, non, juste pendant ou après. Comme ça, au moins, elle me désire. Car s'il n'y a rien, si les émotions sont neutres, et je le dis à ce moment-là que j'ai une relation ouverte, là, elle pourrait se dire, ah non, pas pour moi. Tu vois, pas pour moi. Non, voilà. Ok, très bien. Mais écoute, je voulais rajouter une anecdote, mais finalement, elle n'apportera aucune information supplémentaire, donc je vais simplement passer à la question suivante. Ce sera d'autant plus intéressant. Comme tu veux. Donc, comment lancer, si quelqu'un nous écoute et a envie de lancer ce style de vie, donc comment toi tu t'y prendrais pour commencer, pour démarrer ce style de vie, donc passer d'une certaine monogamie à cette non-monogamie. Oui, je sais que c'est une question qu'en fait de plus en plus de gens se posent. J'aimerais, mais je ne sais pas comment. J'aimerais, mais je n'ose pas. Car ils croient que si maintenant ils devaient se reconvertir ou faire le coming out, genre voilà, et assumer, communiquer au monde extérieur que voilà, je cherche quelque chose, je ne suis plus monogame, je cherche quelque chose de non monogame. Il y a cette crainte que tu vas repousser tout le monde et que tu vas rester seul. Tu n'auras personne. Et là, c'est faux. C'est faux. La première étape, c'est de faire le choix et d'accepter cette incertitude qui va avec. Donc, quand tu transites dans ta tête, quand tu fais le déclic, tu dis c'est bon, maintenant je me lance. Je fais ce saut dans le vide. Déjà, tu fais ce choix et puis tu acceptes cette anxiété qui va avec. Et puis tu le communiques juste au monde extérieur. Donc, c'est avant tout une question de conviction. C'est une question aussi de philosophie et de principe. Voici quelques croyances qui vont avec, quelques convictions qui vont avec. Si tu aimes quelqu'un vraiment, tu ne lui poses pas de limite. C'est pas de l'amour, c'est de la possessivité. Ça, c'est une conviction. Bon, ça, c'est le côté philosophe, parce que d'un point de vue évolutionnaire, on peut très bien justifier, expliquer la jalousie. Et en soi, il n'y a rien de mal, la jalousie. Je veux dire, c'est juste une émotion désagréable. On déteste la jalousie. Ça a une fonction évolutionnaire. Donc ici, c'est le côté philosophique des relations ouvertes. Donc quand on aime quelqu'un, on ne possède pas, on lui laisse la liberté totale. Deuxième principe, c'est que déjà, en soi, je vois pas ce qu'il y a de mal à avoir du sexe avec plusieurs personnes en même temps. Je vois pas ce qu'il y a de mal à aimer plusieurs personnes en même temps. Certaines personnes peuvent être amoureux ou amoureuses de plusieurs personnes en même temps. Même moi, j'en suis partiellement capable. Il y a une différence. Je dis partiellement capable car je ne peux pas être follement amoureux. Enfin, peut-être que je peux. Je ne sais pas, mais je ne l'ai pas encore été. Je n'ai pas encore été follement amoureux de 2 femmes en même temps. Ce que j'ai déjà vécu, c'est que je suis très amoureux d'une femme et un petit peu d'une autre. Ou un peu moins d'une autre. Donc, il y a une différence d'intensité. Quand on parle d'émotion, il y a une différence d'intensité dans l'état amoureux. Donc, je ne vois pas ce qu'il y a de mal à aimer plusieurs femmes en même temps, à être amoureux de plusieurs femmes en même temps. C'est OK, tu peux aimer plusieurs amis, tu peux aimer plusieurs enfants. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas aimer plusieurs femmes? Oui, mais c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose, mais aimer plusieurs amis et aimer tes enfants, c'est pas la même chose non plus.
Oui, mais tu ne baisses pas tes enfants. Ben, j'espère que non. Oui, mais tu ne baisses pas tes amis. Oh, Bon, bah, certains, ouais. certaines, oui, des copains, non. Bon, même si c'est des copains et t'as un rapport homosexuel, il n'y a aucun mal, hein. Ok, oui, certains, oui, ou pas. Hein. Mais, oui, mais tu ne couches pas avec. Dans mon cas, en particulier, non, c'est vrai. Avec mes amis, je ne couche pas. Et alors, je veux dire, pourquoi quand le sexe entre en jeu, du coup, ça devrait devenir quelque chose de mauvais? C'est qu'est-ce qu'il y a de mauvais au sexe en soi pour que, ah, là maintenant il y a du sexe, ah, maintenant ça va pas, maintenant on change les règles du jeu. Moi je ne comprends pas, tu vois. Pourquoi c'est ok d'aimer plusieurs amis, ok d'aimer plusieurs enfants, enfin t'as deux, trois gosses, bah tu les aimes tous. Hein, tu aimes tes parents, tu vas pas te dire, bah écoute, j'ai une mère, j'ai pas besoin d'un père, hein. J'ai déjà un parent. Je peux pas, désolé papa, je suis monogame dans l'amour pour mes parents. Non, c'est ridicule. Donc c'est un côté philosophique, hein, genre, oui, c'est ok d'aimer plusieurs personnes. Maintenant, où ça va pas, c'est quand tu fais des fausses promesses, bien entendu. Quand tu prétends être monogame, quand tu prétends que voilà, tu es la seule, mais derrière le dos, tu vas voir ailleurs. Ça, c'est juste du mensonge, c'est de la tromperie. Hein. Une autre Un autre principe, c'est celui de l'inclusivité. Car juste, ça marche. Je veux dire, ça vaut aussi pour les relations monogames. L'inclusivité, ça veut dire, on fait partie de la même équipe. Je me dévoile, je suis transparent, je partage ma vie, mes émotions. Je partage juste avec toi. Je me partage avec toi. Bah, ça vaut aussi pour les relations ouvertes. Hein. Donc voilà, il y a quelques principes. Et ça, c'est ton point de départ. Ce sont les convictions, c'est la réflexion, c'est la philosophie. Et puis, eh ben, il n'y a rien de compliqué. Hein. Et puis, tu commences à communiquer ça au monde extérieur. Et ce qu'on vient de voir auparavant, hein, dans les, je sais pas, ça fait, enfin, les minutes, les dizaines de minutes de ce dont on vient de parler, ça, tu l'appliques. Hein, donc, comment est-ce que tu le communiques? Est-ce que tu le mets dans ton profil? Oui ou non, à toi de voir. Est-ce que tu le dis dans ta conversation, lors de ta conversation en ligne? Oui ou non, c'est à toi de voir, ça dépend. Est-ce que tu le dis au premier rendez-vous? Ouais, je te conseille de le dire quand même relativement tôt, au premier rendez-vous. Quand exactement au premier rendez-vous? Quand il y a eu déjà un certain désir, une tension sexuelle. Hein, je trouvais que c'est ce qui marche le mieux. Donc c'est comme ça que tu commences à le communiquer à ton monde extérieur. Un critère très important que je vais rementionner, c'est ta VMA, ta valeur sur le marché de l'amour. Déjà, si elle est basse, déjà, par défaut, tu vas galérer pour te trouver une partenaire. Hein. Si ta valeur sur le marché de l'amour est basse, peu importe le type de relation que tu cherches, tu vas galérer. Mais si ta VMA est basse et tu cherches une relation ouverte, bah, tu vas galérer encore plus. Donc, en fait, ça commence avec ta valeur sur le marché de l'amour, tu dois la maximiser, c'est un travail de longue haleine, hein, c'est juste une question de te construire en tant qu'homme. Puis, tu réfléchis, il y a les convictions, la philosophie, les principes, puis tu commences à communiquer ça au monde extérieur. Et puis, c'est le temps avec le temps, tu vas finir par réaliser ce style de vie, voilà, car il y a une part de chance et il y a une part de compétence en matière de communication, en matière de persuasion, en matière d'empathie. C'est très important d'être empathique, surtout quand tu as plusieurs relations. C'est indispensable. Je veux dire, il faut d'autant mieux savoir communiquer quand tu as plusieurs relations simultanées, car tu devras gérer les attentes différentes. Tu seras... C'est inévitable. Tu seras confronté à l'incertitude, à l'angoisse, à la jalousie. Il y aura des crises de jalousie, des épisodes de jalousie très très violents qui pourraient juste signifier la fin d'une ou de plusieurs de tes relations. Ça va arriver et ça fait hyper mal. Ça, je te le garantis. Pour moi, la jalousie, c'est en fait de toutes les émotions de base, hein, comme l'angoisse, la joie, la colère, la tristesse, le dégoût. La jalousie, c'est l'émotion la plus horrible, quoi. C'est atroce, surtout si elle est violente et intense. Oh. Mais voilà, si tu veux avoir l'abondance, si tu vas vivre beaucoup de relations, si tu veux avoir beaucoup d'amour et de variations, bah oui, c'est quelque part un prix à payer. Et ça en vaut vraiment. Oui, ça en vaut vraiment, vraiment la peine.
Car au final, regarde, je suis toujours vivant, je suis pas je suis pas mort de cette jalousie. Mais voilà, tu devras développer tes compétences en matière de communication, persuasion, empathie, de collaboration. Quand je regarde où j'en suis maintenant et où j'en suis il y a disons, 20, 25 ans, je me reconnais plus. Avant, moi, j'y croyais pas non plus. C'est genre, oui, non, mais voilà, t'as une copine et puis tu entres en relation avec elle et puis voilà, t'es enfermé quoi, dans ta petite prison de monogamie et voilà. Ou bien t'es célibataire et là tu t'amuses, mais oui, quand t'es en couple, voilà, voilà, tu te retiens, tu baisses pas ailleurs, ça ne se fait pas, voilà. Et puis aussi, j'ai jamais cru ce style de vie que j'ai maintenant. Pour moi, c'était pas possible. Je ne me voyais pas. C'était pour les autres. Je ne vais pas pouvoir le faire. Je ne le mérite pas. Si je commence à communiquer au monde extérieur que c'est ce que je veux, bah, je vais rester seul le restant de ma vie. Je vais mourir seul. Tout le monde va me repousser. Les femmes ne vont pas vouloir de moi. Eh ben non. Non, non, non. Je suis tellement, tellement content d'avoir osé faire le tester, faire le saut dans le vide que même maintenant ma femme me dit oh, moi, je te suis tellement reconnaissant, je voudrais plus jamais retourner dans ce style de vie monogame. Enfin oui, c'est juste une école de vie, une si belle école de vie, car encore une fois, ça pourrait, c'est tellement simple, mais ce que je vais te dire maintenant est tellement simple, tellement vrai, ça a tellement du sens quand je vais te le dire. Mais c'est comment dire, c'est camouflé, c'est masqué par des couches de blind spots, de biais cognitifs, donc des erreurs de raisonnement, de fausses croyances, et aussi juste d'éducation et de culture. Hein, mais voici où je veux en venir. Les relations, l'amour, ça s'apprend dans le sens où imagine, tu as déjà constaté, Robbie, que quand tu es énervé, il y a comme ça un laps de temps où tu restes plus sensible à l'énervement. Donc, si maintenant tu pètes un câble, eh ben, les 2, 3 heures, 5 heures, 6 heures ou le restant de la journée, tu es beaucoup plus sensible à l'énervement. Tu vas t'énerver beaucoup plus facilement. Le déclencheur doit être beaucoup moins intense pour que nouveau que tu t'énerves. Mais si ça se répète jour après jour, après jour, après jour, tu cultives cette faculté à t'énerver. Tu vas juste devenir quelqu'un de beaucoup plus irritable. Pareil, hein, je veux dire, pareil pour toutes les émotions. Hein, donc ta faculté à éprouver certaines émotions se développe. C'est ce qu'on appelle ou bien la sensibilisation, ou bien, dans le sens opposé, la désensibilisation. Quand on parle de phobie, qu'est-ce qu'on applique? Une méthode, la thérapie cognitivo-comportementale. Dans la thérapie cognitivo-comportementale, on te fait parcourir certaines étapes pour te désensibiliser à l'angoisse. Mais il y a l'opposé aussi possible, on peut te sensibiliser à l'angoisse. Si c'est géré, pas comme il faut, on peut te sensibiliser à l'angoisse. Et ça vaut pour toutes les émotions, dont l'amour. Ce que j'ai constaté, c'est que quand je suis très, très actif, et j'ai plusieurs femmes simultanément, et je vois plusieurs femmes par semaine, je te dis, parfois, j'ai eu des semaines vraiment chargées où c'est juste ingérable, d'un point de vue organisationnel. Mais quand je trouve comme ça le juste équilibre, genre 2, 3, 4 rendez-vous par semaine, avec des femmes différentes, des femmes qui me plaisent vraiment, c'est magnifique à observer, comme il y a comme ça un effet de contagion. Donc je suis amoureux d'une, et il y a ce sentiment de légèreté, de papillon dans le ventre, d'envie de la prendre dans mes bras, de la câliner, de la regarder avec amour, tendresse, désir, passion. Eh bien, ce sentiment, je le vis, je le ressens beaucoup plus facilement aussi vis-à-vis des autres. Et il y a comme ça un effet de contagion qui se crée, et voilà, parce que je l'ai cultivé avec une, je peux beaucoup plus facilement le ressentir avec l'autre, le projeter, lui faire voir, lui faire sentir, partager juste mes émotions avec elle. Et il y a comme ça cette réciprocité qui se crée entre
moi et chaque fille individuellement. Donc quand je suis dingue d'une fille, je lui montre et je m'ouvre à elle. J'ouvre mon cœur, les portes dans mon ventre. Je ne sais pas comment le formuler. Et quand je sens ces vagues de chaleur qui sortent, enfin c'est juste du langage imagé, hein, j'essaie juste de verbaliser mes émotions. Hein. Ben, il y a une réciprocité, je vois qu'elle s'ouvre aussi, qu'elle se détend, qu'elle se donne, et hop, c'est magnifique. Et puis je vois que pour moi c'est beaucoup plus facile aussi de le faire avec une autre, et ainsi de suite, et voilà. Donc ça se cultive. Bon, là, mais à ce moment aussi, tu crées un autre problème, c'est que en fait, si tu as cette conversation difficile, si elle te pose la question à ce moment-là, hein, oui, est-ce que tu as ça aussi avec une autre femme? Est-ce que tu as ça aussi avec les autres? Tu lui as promis d'être honnête, donc tu dois lui dire oui. Tu dois être sincère. Mais quand tu lui réponds oui, alors elle, aïe, bam, elle sent un gros bobo dans son cœur, car il y a à ce moment-là, paf, le biais de l'unicité qui se déclenche, qui se dit oh, mais alors je ne suis pas spécial, alors je ne suis pas la seule, alors l'amour que tu ressens pour moi n'est pas authentique, c'est juste de l'amour dilué, c'est cheap, c'est bon marché, car tu ressens la même chose pour les autres. Tu vois comme c'est compliqué en fait. Ouais. Car à la base en fait, ton sentiment est authentique. Tu es vraiment amoureux d'elle. Tu l'aimes vraiment. Tu ressens vraiment ces vagues de chaleur et tout ça pour elle. Et cette envie juste de partager, d'être avec elle, de l'aimer, d'être très très proche et intime et tout ça. Mais oui, tu le ressens aussi pour une autre. Mais alors là, bam, tu dois apprendre à gérer ce biais de l'unicité, enfin ce biais cognitif qui est ce biais de l'unicité. Vouloir être l'unique. Car de nouveau, quand tu vois ton pote et t'es content de le voir. Et tout de suite après, tu vois ton autre pote et tu es tout aussi content de le voir. Est-ce que ça veut dire que ton bonheur pour le premier n'est pas authentique, il est dilué hein, parce que tu es aussi content de voir l'autre. Tu vois, donc c'est vraiment fascinant, c'est compliqué, c'est enrichissant, c'est très très intense, c'est tumultueux comme ça, turbulent. Ah, oh là là là. Ouais, tout à fait. Ouais. D'ailleurs, ça me permet de rebondir sur c'est plutôt c'est pas une question, c'est plutôt, ouais, si, c'est une question. Est-ce que tu aurais des ressources que tu pourrais communiquer, hein, des livres, des lectures, justement pour ce sujet tellement enrichissant que les gens pourraient télécharger pour s'informer? Oui, je pense, enfin, non, ouais. Pour moi, si tu me poses la question, personnellement, je pense que est-ce qu'on peut se développer est-ce qu'on peut le faire, comment dire? Est-ce qu'on peut apprendre à avoir des relations ouvertes au feeling, comme ça, par soi, juste par expérience? Je pense que c'est compliqué. Je pense qu'il faut vraiment s'instruire. C'est indispensable. Ça va juste accélérer ton apprentissage et ça va t'éviter plein d'erreurs. Et je suis aussi convaincu, hein, je pense la même chose aussi pour l'éducation des enfants. Hein. Il faut s'instruire. Il y a vraiment... tu peux le faire au feeling, hein, mais tu vas commettre d'office, tu vas commettre des erreurs, tu vas en commettre beaucoup. Pourquoi pas profiter du savoir-faire des experts, hein, des gens qui font ça, qui sont beaucoup plus avancés que toi. Hein. Et oui, j'ai des ressources. Hein. Voilà, je vais en nommer 3. J'ai pas de formation. On n'a pas créé de formation. J'ai pas créé de formation à ce sujet-là. Donc, cher auditeur, je vais te renvoyer aux livres que moi j'ai lus, qui m'ont énormément aidé. Le premier s'intitule The Jealousy Workbook. The Jealousy Workbook de Cathy Labriola. Cathy, avec un K, K-A-T-H-Y, Labriola. L-A-B-R-I-O-L-A. Bon, je vais te laisser les liens en description. Hein. Et en fait, c'est un livre voilà, sur la jalousie et c'est une bombe. Ce livre est une bombe. C'est un peu comme un... Enfin, ça devrait être la base. C'est simple, c'est c'est un peu comme un steak avec des pommes de terre. Tu vois, c'est juste un repas simple, c'est la base et voilà, c'est...
je dirais que c'est quasiment indispensable. Moi, ça m'a énormément aidé récemment, car récemment, j'ai eu une histoire hyper intense. J'ai été confronté à à une crise de jalousie dans les deux sens. Donc, ma partenaire a eu un épisode de jalousie. C'était un épisode très intense. Et moi aussi, j'ai ressenti une jalousie intense. Et voilà. Et ce livre nous a énormément aidés. C'est une bombe, vraiment. C'est simple, c'est clair, ça va droit au but. Rien de compliqué, rien de révolutionnaire, c'est une bonne base solide. Hein. Ce livre, c'est pour moi l'équivalent du développé couché, du soulevé de terre et du squat pour le fitness. Et aussi, cher auditeur, si tu te poses la question, oui, on s'en est sorti, et ça va très bien entre nous. Hein. Donc, on a survécu cette crise de jalousie. Je dirais même que notre relation n'a jamais été aussi forte, intense que maintenant. Deuxième livre, c'est le fameux classique que tout le monde connaît, ou pas, mais tout le monde qui s'intéresse de près ou de loin aux relations ouvertes a déjà entendu ce nom, qui est La salope éthique de Dossie Easton. Ce livre, c'est vraiment, ça te retourne le cerveau. Hein. Quand j'ai lu ce livre, moi, j'ai eu deux réactions opposées. La première était « Putain, Consti, t'es vraiment, vraiment trop fort. En fait, tu es beaucoup plus avancé que tu ne le pensais et tu t'y prends de la bonne manière. » Donc, quelque part, ce livre m'a confirmé que je faisais les choses comme il fallait, plus ou moins. Et voilà, j'étais fier. Mais d'autre part, en le lisant, je me suis dit aussi, oh là là, Consti, t'es vraiment un débutant, mon vieux, t'as tellement de trucs à apprendre encore. C'est un monde, mais tellement divers et riche. Waouh! Donc, ce livre m'a aussi ouvert les yeux à tout ce qui est possible, à tout ce qui existe encore. Alors, petite parenthèse, il est un peu bisounours aussi, hein, il présente la réalité un peu trop, elle parle aussi de jalousie, mais elle te présente le truc comme si c'est le paradis et c'est que l'amour inconditionnel et on est juste, on s'aime tous, hein, une grande famille, on fait que l'amour et on est heureux et on cultive nos légumes et ce feeling comme ça, ce sentiment elle parle à mon goût pas assez de la réalité des relations ouvertes qui est c'est pas aussi facile que ça quoi. Voilà, elle est un peu trop trop mielleux, je trouve, par moment, mais ça reste, je veux dire, c'est la Bible quoi, hein. S'il faut commencer quelque part, c'est par la salope éthique, juste pour se lancer, et puis tu t'approfondis avec des lectures plus spécialisées comme The Jealousy Workbook. Et la dernière ressource, c'est tout le travail de John Gottman. Bon, lui, c'est un chercheur en matière de relations amoureuses, et il est spécialisé dans la thérapie de couple. Ouais. Bon, il parle toujours de mariage, mais c'est pas important, ça s'applique aussi aux relations ouvertes. Et c'est juste, c'est de la bombe. Ce mec, vraiment, je ne peux pas suffisamment le recommander. C'est incroyable. En plus, ce que j'adore chez Gottman, c'est que c'est un scientifique. C'est pas des trucs farfelus tirés par les cheveux, des trucs ésotériques, pseudo-scientifiques. Non, c'est juste de la science pure et dure. Et ça marche quand tu lis. Là maintenant, je suis en train de lire, je connais pas le titre en français, The 7 Principles to Make Your Marriage Work. Les 7 principes pour faire fonctionner ton mariage. Tu remplaces juste le mot mariage par relation. Tout à fait. Ouais. Et quand tu lis, c'est tellement reconnaissable. Et il te donne vraiment des outils concrets pour juste gérer tes relations ou ta relation et être beaucoup plus heureux et épanoui dans ton couple. Magnifique. Ouais. Magnifique. Voilà. Top. Écoute, nickel, merci beaucoup c'était super intéressant, même pour moi. Donc, superbe épisode, un peu, tu vois, un épisode spécial, un peu comme ça, qui sort un peu des sentiers battus. C'était très bien. Oui, moi j'aimerais parler plus aussi de ce qui est relations et tout ça, car, mine de rien, comme je viens de le dire, j'ai quand même beaucoup d'expérience là-dedans. Hein, donc, dans le futur, on va pas parler que de séduction, hein, mais aussi, car ça fait juste
C'est juste la phase après la séduction, hein, je veux dire. Ouais, monsieur. Donc voilà, j'aimerais en parler de temps en temps aussi. Hein. Nickel. Voilà. Et j'aimerais quand même aussi te remercier aussi pour tes questions. Et j'aimerais aussi re-mentionner ton livre, hein, ton petit livre que tu as écrit, qui s'intitule... Donc, cher auditeur, si tu n'as pas envie d'écouter la minute promo, tu peux stopper le podcast maintenant. Je vais faire un peu la promo du petit livret de Robbie qui s'intitule « La séduire ou l'oublier ». Donc, cher auditeur, si en ce moment tu as des sentiments pour une femme en particulier et si tu fais du surplace, si tu te demandes ok, j'ai des sentiments pour cette femme, mais je ne sais pas trop quoi faire, je ne sais pas comment avancer, eh bien, la séduire ou l'oublier est ce qu'il te faut. Car la séduire ou l'oublier répond justement à la question suivante. J'ai des sentiments pour une femme en particulier, je fais du surplace, quelle est l'étape suivante ? L'étape suivante, je vais la partager avec toi maintenant. L'étape suivante est de savoir déchiffrer, décrypter son niveau d'intérêt pour toi, et ça de manière relativement précise. Hein, et donc, il faut que son niveau d'intérêt, il faut que ta perception de son niveau d'intérêt corresponde de manière assez précise à son vrai niveau d'intérêt. C'est ce que tu vas apprendre dans la séduire ou l'oublier. Robbie partage comment on va appeler ça, un test, une stratégie, une petite méthode pour justement décrypter son vrai niveau d'intérêt. Et ensuite, si elle est suffisamment intéressée, tu dois savoir convertir, transformer cet intérêt en un rendez-vous intime. Donc, pour résumer, en fait, tu dois juste faire avancer les choses. Mais pour savoir faire avancer les choses, tu dois quand même aussi, plus ou moins, avoir une idée de son niveau d'intérêt. Voilà. Car si elle n'est pas suffisamment intéressée, elle doit être un minimum intéressée, car si elle ne l'est pas, quoi que tu fasses, il ne se passera rien. Il ne se passera rien. Mais donc, pour résumer, quelle est l'étape suivante ? 1, tu dois déchiffrer, tu dois connaître son vrai niveau d'intérêt. Et 2, tu dois convertir, si cet intérêt est suffisant, tu dois le convertir en un rendez-vous intime. Et c'est ce que la séduire ou l'oublier va t'apprendre à faire. Avec, comment on va appeler ça ? Un petit script. Hein, une série ouais, un petit script, donc des étapes, mot pour mot, que tu peux toujours les adapter à ta sauce, hein, mais oui, c'est même mieux que tu les adaptes à ta situation, à ta sauce, bien entendu, car chaque situation, même si les situations se ressemblent, elles sont différentes dans les détails. Donc, tu adaptes ça éventuellement à ta sauce, mais en fait, même pas, c'est tellement ingénieux que tu peux même aller l'utiliser comme ça, hein, mot pour mot, et en principe, ça devrait marcher. Ouais, c'est ça. Donc, dans la séduire ou l'oublier, tu auras une méthode, étape par étape et mot pour mot, pour déchiffrer son vrai niveau d'intérêt et pour convertir cet intérêt en un rendez-vous intime. Si tu es intéressé, clique sur le lien en description. Ce petit livret ne coûte que 7 € et tu le reçois au format PDF et au format MP3. Donc, tu peux ou bien lire l'e-book ou bien écouter l'audiobook. Le tout en 1 heure. Ouais, le tout, voilà, tu le consommes en 1 heure et puis tu sais avancer, quoi. Tu sauras exactement quoi faire. Donc, c'est condensé, c'est efficace et le but, c'est juste de te lancer, allez, de t'aider à faire le pas suivant. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire encore ? Ah oui, même pour ces 7 €, 7 €, c'est 3 fois rien. Hein. Mais même pour ces 7 €, tu reçois une garantie satisfait ou remboursée. Si ça ne te plaît pas, bah, tu demandes un remboursement et tu reçois tes 7 € de retour. Donc, voilà. Parfait. Encore une fois, clique sur le lien en description pour plus d'infos sur la séduire ou l'oublier. J'ai fini, je pense. Ouais, je te dis. Écoute, fantastique. Bah, écoute, on se parle très vite hein, pour un prochain épisode. Donc, yes, parfait. Merci à toi, Robbie. Cher auditeur, merci à toi. Cher ami, d'ailleurs, je ne sais pas si je vais pour préserver son anonymat, j'ai hésité de le mentionner ou pas. Cher ami qui m'a posé cette question, je te remercie, tu te reconnais, je te fais un gros clin d'œil. Toi, tu me fais... Et quand on se voit, on en reparlera. Voilà. Donc, merci à vous, les gars, et à très vite. Yes. Bye bye. À très vite. Voilà, cher auditeur, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Si toi aussi tu souhaites obtenir une solution à ton problème ou une réponse à ta question, alors je t'invite à décrire ton problème ou à poser ta question en laissant un commentaire sur YouTube en dessous de n'importe quel épisode du Coach Rack Podcast.
Si tu ne l'as pas encore fait, alors abonne-toi au Coach Drague Podcast. Tu peux t'abonner sur YouTube, Spotify, SoundCloud, Apple Podcast ou via l'application que tu utilises pour écouter ce podcast. Et si tu as aimé cet épisode du Coach Drague Podcast et si tu souhaites me remercier ou me donner un coup de pouce, voici ce que tu peux faire. Si tu m'écoutes sur YouTube, alors tu peux laisser un pouce bleu. Si tu m'écoutes sur Apple Podcast, alors tu peux me laisser une évaluation de 5 étoiles si tu trouves, bien entendu, que le podcast mérite une telle évaluation. Ton évaluation est cruciale car elle m'encourage, me motive, m'inspire, mais avant tout, avec ton évaluation, tu aides les mecs comme toi et moi à découvrir le podcast plus facilement. Je suis Consti de CoachDrague.com. Merci d'avoir écouté le Coach Drague Podcast. On se revoit dans le prochain épisode. Bonne drague!